Ça y est, c'est parti, on est en direct, Kevin. Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce nouvel épisode France DevOps. Après quelques mois d'absence, on s'excuse encore d'ailleurs pour la session de la dernière fois. Il y a eu un petit raté à la dernière seconde. En tout cas, cette fois-ci, on se retrouve avec Kevin d'Intercloud, qui qu'on remercie doublement parce qu'en plus de nous proposer des talks de qualité, font partie des sponsors de France DevOps. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on a rendez-vous avec Kevin qui va nous expliquer comment développer notre propre plugin Terraform. Alors, je vois que dans le chat, vous dites tous bonjour. Bonjour à tous. J'imagine que du coup, vous m'entendez bien. C'est vrai que j'ai oublié de poser la question. Super, très bien. Avant de te laisser la parole, Kevin, juste deux petits mots sur les prochains talks. On a enregistré un seul sur la plateforme pour le moment, où on viendra discuter donc de Fedora CoreOS avec Timothée qui est ingénieur chez Red Hat. Ce sera dans un mois, le 9 novembre exactement. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur Livestorm, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Kevin, c'est à toi. Je te laisse la parole et je m'éclipse. Bon courage. Merci Thomas. Alors, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session France DevOps. Comme Thomas l'indiquait, aujourd'hui, on va travailler ensemble. Je vais vous présenter aujourd'hui le développement d'un plugin Terraform. Voir un petit peu de quoi il retourne, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'utiliser Terraform. L'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment on pourrait développer notre plugin pour nous, en interne, pour un usage, ou même pour de potentiels clients pour votre entreprise. Alors, je vais commencer par me présenter et présenter Intercloud. Donc, moi, je suis Kevin Frappin. Je travaille en tant que SRE pour la société Intercloud. Et Intercloud, qu'est-ce que c'est? Intercloud, rapidement, c'est une société qui existe depuis un petit peu plus de 10 ans et qui propose en fait à ses clients de l'interconnectivité entre les grands clouds de ce monde. Donc, je pense que déjà la plupart d'entre vous sont habitués à travailler avec des grands clouds tels que AWS ou Azure ou encore même GCP. Et je pense que vous avez déjà rencontré la problématique de devoir interconnecter parfois des données ou des applicatifs. Typiquement, on peut prendre le cas d'usage très simple. Vous avez des databases chez AWS à Dublin et vous souhaitez les connecter avec des applicatifs chez Azure aux États-Unis. Pour ça, vous avez deux solutions. La première, soit vous passez par Internet pour faire transiter ces données. Donc là, vous n'avez aucune garantie sur le débit, sur la disponibilité ou même sur la latence. Ça, c'est le premier choix. Et vous avez un deuxième choix, c'est faire confiance à une entreprise comme Intercloud qui vous permettra en fait d'interconnecter via un backbone à côté d'Internet vos clouds. Du coup, qu'est-ce que ça vous offre? Ça vous offre la sécurité sur la transition des données, des garanties, des SLA en termes de disponibilité, de bande passante et de latence. Donc aujourd'hui, en fait, on a des partenariats avec les plus grands clouds, Alibaba, AWS, Azure, et on est fournisseurs pour des grands comptes tels que LVMH ou la SNCF ou Société Générale aujourd'hui. Donc des grands comptes qui nous font confiance. On est présent un petit peu partout dans le monde, comme je vous le disais tout à l'heure. On est présent notamment en Europe, Asie et puis Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et donc, si jamais vous avez aujourd'hui des problèmes d'interconnectivité ou vous rencontrez des problèmes d'interconnectivité, n'hésitez pas à me contacter, je saurai vous rediriger vers la bonne personne. Et l'interconnectivité n'est qu'une offre, on va dire, de base d'Intercloud. On offre également d'autres services au-dessus de ces offres-là, donc n'hésitez pas. Et Intercloud est aussi, du coup, comme le disait Thomas, un sponsor de France DevOps depuis cette année, et on est très content de soutenir l'association qui promeut le mouvement DevOps. Alors moi, je suis SRE chez Intercloud, SRE/DevOps. Mes missions aujourd'hui, elles sont principalement d'épauler l'équipe software, donc pour déployer des applicatifs. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec AWS en termes d'infrastructure, et je m'occupe d'avoir une infrastructure qui soit résiliente, scalable, pour les pics de charge. Pour ça, on utilise du AWS, du Terraform pour le déploiement de l'infra. Et puis, je m'occupe également de la partie un petit peu monitoring, alerting, les aspects de sécurité, et bien sûr, l'automatisation et l'orchestration, donc avec des outils bien connus, la containerisation Docker, de la pipeline, du GitLab CI, et pour la partie monitoring, pas mal de Datadog. Voilà.
pour ma part et pour Intercloud. Et aujourd'hui, on va commencer à pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va parler de Terraform et de ses plugins. Alors Terraform, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser pour la plupart d'entre vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Terraform, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dit d'infrastructure as code. L'infrastructure as code, qu'est-ce que c'est? Grossièrement, c'est l'écriture d'infrastructures dans des fichiers de configuration, typiquement des fichiers JSON, dans lesquels on va définir notre infrastructure, donc typiquement une infrastructure AWS, dans laquelle on souhaiterait déployer des VPC, des instances EC2. On va l'écrire dans un fichier, et Terraform, lui, va s'occuper de lire le fichier de configuration, d'appeler le bon provider, donc là, typiquement le provider AWS, pour ensuite déployer l'infrastructure au travers d'appels à l'API fournis par AWS. Les avantages, c'est qu'avec ça, on a une infrastructure qui est dite reproductible. On peut indéfiniment construire et détruire nos infrastructures à partir d'un même fichier, et donc se retrouver toujours dans le même état en termes d'infrastructure. C'est un outil qui est dit agnostique également. Alors on le dit agnostique parce qu'en fait, aujourd'hui, Terraform propose une registry qu'on verra tout à l'heure, qui est une bibliothèque publique où on peut trouver l'intégralité des providers, en tout cas des plus grands, tels qu'AWS, GCP, il y a également des providers pour Kubernetes. Et du coup, ça nous permet d'avoir un seul outil pour gérer toute notre infrastructure dans son ensemble. Et il est également open source. Donc là, ici, j'ai mis quelques logos des plus grands providers, enfin, en tout cas des providers des plus grands clouds qu'on retrouve. Donc il y a AWS, Azure, du GCP, du Cube. On a également, du coup, chez l'équipe Intercloud, l'équipe software a développé un plugin Terraform pour la gestion de nos infrastructures, pour nos clients, que nos clients puissent gérer leur infrastructure, notre infrastructure à travers ce plugin. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, pourquoi pas vous, pourquoi pas mettre votre logo ici pour déployer développer et déployer votre propre provider qui peut être publié ensuite sur la registry de Terraform. Avant d'attaquer, parce qu'on va faire un petit aller-retour avec des exemples de code, on va juste présenter les grands concepts de Terraform qui se divisent comme ceci. On a le Terraform Core. Alors le Terraform Core, qu'est-ce que c'est? C'est le binaire qu'on est capable d'aller télécharger chez HashiCorp pour ensuite exécuter des commandes. Le Core, c'est quoi ses principales fonctionnalités? C'est la gestion des modules et de la configuration. Tout à l'heure, je vous disais qu'on écrit les fichiers de configuration, ce qui est vrai. Et dans ces fichiers de configuration, on définit notre infrastructure. Le Core, lui, ce qu'il va faire, c'est lire ces fichiers, s'occuper d'aller télécharger les modules qui sont nécessaires. Donc les modules, ce sont les plugins, les providers. Aller télécharger les modules dont on a besoin, lire le fichier de configuration, et à la suite de ça, faire les appels au provider, qui lui s'occupera d'aller appeler les API. En plus de gérer cette configuration, le Core nous apporte des fonctionnalités qui sont très intéressantes, c'est qu'il va s'occuper de gérer la dépendance entre nos ressources. On peut très bien avoir des ressources qui dépendent l'une de l'autre. Typiquement, je veux créer une instance EC2 sur AWS. Avant de créer l'instance EC2, il faut que je crée le subnet dans lequel je vais la déployer. Et bien ça, c'est Terraform Core qui s'occupe de gérer l'arbre de dépendance pour ensuite lancer les appels de création de ressources dans le bon ordre. Il s'occupe également de maintenir ce qu'on appelle un state, un fichier state, qui est en fait la représentation textuelle de notre infrastructure telle qu'elle a été déployée après l'exécution du fichier de configuration. Donc ça, c'est la partie core, ça c'est le binaire qu'on télécharge, et nous aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre pendant, qui est le provider ou le plugin. C'est deux termes différents pour dire la même chose. Et le plugin, en fait, c'est ce que nous, on va développer. Et le plugin, qu'est-ce qu'il fait? Le plugin, il s'occupe en fait d'implémenter des interfaces, parce que Terraform nous fournit un SDK, et ce SDK propose des interfaces à implémenter pour pouvoir gérer des ressources au travers de fichiers de configuration. Donc, le provider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper d'appeler nos API pour gérer nos objets, et il va également s'occuper de gérer l'authentification, typiquement avec des tokens ou du user mode pass. Et dans ce plugin, en fait, on va définir des ressources et des data sources qui ne seront rien de plus que des représentations compréhensibles par Terraform de nos objets, typiquement des objets d'API représentés sous la forme d'un provider. On va faire un exemple très concret après, vous verrez, il n'y a rien de compliqué, il ne faut pas vous affoler. Il n'y a rien de plus simple, on va y passer juste après. Et donc le plugin, voilà, il s'occupe de gérer nos objets sur notre API. On peut également avoir une client librairie, un SDK entre les deux. Nous, aujourd'hui, on n'aura pas de SDK à ce niveau-là. On aura simplement notre provider qui s'occupera de faire les API directement. Avant d'attaquer les exemples,
on va juste parler des best practices qui sont promulguées par Terraform lorsqu'on développe un provider. Il est important de créer une ressource Terraform en face d'un objet d'API. L'objectif, c'est d'avoir des ressources Terraform qui sont similaires aux objets d'API. Ça permet de plus facilement réutiliser les choses, de composer et aussi de maintenir. C'est-à-dire que quand notre API, elle évolue, on peut facilement faire évoluer le plugin Terraform en faisant évoluer les attributs ou le cycle de vie de manière similaire à ce qui est fait sur l'API. C'est un autre avantage, c'est qu'en faisant ça, on facilite la transition pour nos utilisateurs. Si on a des utilisateurs qui sont déjà habitués à utiliser notre API, avec du curl ou avec n'importe quel client, ils ne seront pas perdus en utilisant notre plugin Terraform, parce qu'ils retrouveront exactement le même modèle, les mêmes objets, avec les mêmes attributs, ce qui sera assez simple à mapper mentalement pour faire la transition de l'un à l'autre. Il faut que les ressources, ça c'est le troisième point qu'on voit ici, que les ressources que l'on va créer dans le plugin Terraform soient dites importables. L'objectif, c'est quoi? C'est que si nos utilisateurs ont déjà créé plein de ressources à l'extérieur de Terraform via l'API, il faut qu'on puisse les importer dans ce fichier que je parlais tout à l'heure, le state. Il faut qu'on puisse les importer pour que nos clients, potentiellement, puissent récupérer l'infrastructure, l'état de l'infrastructure tel qu'il est aujourd'hui, dans un fichier de configuration state, pour avoir une cohérence sur l'état global de l'infrastructure tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est un avantage, c'est que du coup, nos clients peuvent continuer d'utiliser l'API s'ils le souhaitent, et en parallèle Terraform, tout en faisant des imports de ressources réguliers pour maintenir à jour le fichier state. Ça aide à la transition entre l'API et Terraform. Et ça permet également de continuer d'utiliser l'API en parallèle de Terraform si on le souhaite. Et une dernière chose qui est importante, c'est la gestion de la rétrocompatibilité. Lorsque vous allez proposer différentes versions de votre plugin, il est important que si un client a déployé l'infrastructure en version 1, qu'il soit également capable de gérer cette infrastructure dans la version 2 de votre plugin. Donc votre plugin, il va pouvoir implémenter des mécaniques qui sont proposées par Terraform pour aider aux montées de version et aux éventuelles migrations du fichier state s'il y a besoin. Et il faut que cela soit transparent pour vos clients, c'est-à-dire qu'à chaque montée de version, il ne faut pas que ça casse l'ancienne version, que le client puisse continuer d'utiliser les nouvelles versions de manière transparente. Voilà, pour les best practices. Le scénario. Donc, on va faire un petit scénario très simple aujourd'hui. Quel est-il? Voilà, je m'appelle Kevin. J'ai envie de monter un business. D'ailleurs, je l'ai déjà monté. Ça s'appelle TheFlix, votre catalogue en ligne. Super business. Je me dis que ce business est plutôt bien. Il a une API, ce business, que je propose aujourd'hui à mes clients qui peuvent l'utiliser. Et cette API, elle fait, pour le moment, pas grand-chose, parce que c'est le démarrage. Cette API, elle expose un endpoint qui permet de créer des movies, des films. Les movies sont constitués d'un nom et d'un identifiant. Bon, vous me direz, si avec ça on arrive à faire du business, tant mieux. Mais là n'est pas l'objectif. Cette API propose de créer des movies et donc expose les méthodes suivantes, le post, le get, le patch et le delete. L'objectif étant de pouvoir créer, lire, mettre à jour et supprimer des ressources au travers de l'API TheFlix pour créer des movies. Donc aujourd'hui, ça marche bien et on se dit avec l'équipe, ce serait super si on pouvait proposer un plugin Terraform à nos clients pour qu'ils puissent manager eux aussi les ressources de TheFlix au travers d'un provider Terraform. Du coup, on se retrouve avec le schéma de tout à l'heure, réadapté pour TheFlix, où on aura Terraform Core qui sera capable de faire des appels à notre provider en RPC, pour ensuite faire des appels à notre API et donc créer, mettre à jour ou supprimer des objets. Je vais juste faire un petit tour, voir si vous n'avez pas des questions. Mon objectif, c'est de ne pas vous perdre tout de suite. Donc, il n'y a pas de questions. Super, je continue. On sait ce qu'on veut à peu près faire. Maintenant, on va détailler un petit peu le plan de développement et voir comment on va construire ce provider pour TheFlix. Le plan de développement, c'est le suivant. Avant de commencer, il faut qu'on fasse le choix du SDK Terraform qu'on va utiliser pour implémenter le provider. Aujourd'hui, il y a deux SDK qui sont proposés par Terraform, le SDK V2 et le Terraform Plugin Framework. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le SDK V2. C'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui par les providers, donc AWS, etc. Il est stable et il est complet. Je veux dire, on peut vraiment tout faire avec. Donc, on va se concentrer sur celui-là et on va mettre de côté le Terraform Plugin Framework. Une fois qu'on a fait le choix du SDK, on va commencer par quelque chose d'assez simple. On va implémenter une data source. Une data source, à quoi ça va nous servir?
Tout à l'heure, je vous le disais, si on a des clients qui ont déjà utilisé TheFlix, ils ont peut-être déjà créé des movies, et l'idée, ce serait de pouvoir récupérer ces movies en faisant des appels d'API pour pouvoir les lire directement au travers de Terraform. Ça, ce sera le premier point. Une fois qu'on aura implémenté une data source, on pourra implémenter une ressource de type movie qui nous permettra, au travers de fichiers de configuration Terraform, de créer des movies, de les lire, de les mettre à jour et de les supprimer sur le catalogue TheFlix. Et enfin, à la fin, quand tout se passera bien, on aura peut-être ajouté de l'authentification sur notre API, et alors à ce moment-là, il sera utile d'implémenter l'authentification dans notre provider. Développement. Première étape. La première étape pour créer notre provider, c'est assez simple. Notre projet va se constituer de quelques fichiers. On va avoir 2 fichiers Go, puisque en fait, le provider est développé en Go, tout comme Terraform, car le SDK proposé par HashiCorp est un SDK en Go. Donc on va commencer avec 2 fichiers Go. N'ayez pas peur si vous ne connaissez pas le Go. Le code source va être très facile à lire et on va le détailler ensemble, on va le parcourir. Donc on initialise notre projet, on a 2 fichiers Go, un main.go, un provider.go. Le main.go, on le verra, c'est un simple point d'entrée, et le provider.go, c'est la partie où on définit nos data sources, nos ressources. On va avoir 2 fichiers pour les modules. Ce sont 2 simples fichiers pour les modules qu'on a besoin d'utiliser dans notre projet, le GoMod et le GoSum, qui seront générés automatiquement, et un GNU Makefile pour nous simplifier la vie pour les commandes, pour la compilation et l'installation en local. Donc, voyons à quoi ressemble cette étape 0. Ici, j'ai créé différentes branches sur mon projet. On va passer de branche en branche au fur et à mesure des étapes. Ici, on est positionné sur la step 0. Et on retrouve donc sur le côté les fichiers dont je parlais tout à l'heure. Un GoMod, GoSum, pas très intéressant pour nous. Un main.go, déjà un petit peu plus intéressant. Donc, on voit ici qu'on importe le SDK V2 de Terraform, puisqu'on va en avoir besoin. Et on définit la fonction qui va définir notre provider. Cette fonction, elle est définie dans le provider.go, qu'on peut aller voir tout de suite. Voici le provider.go. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le provider.go? On retrouve une fonction qui nous permet de définir des ressources. Pour le moment, on n'a défini aucune ressource. Des data sources. Pour le moment, on n'a défini aucune. Et un schéma. Le schéma, on va le voir tout à l'heure, c'est la partie où on va être capable de mettre des attributs sur notre provider, typiquement un attribut token API, qui nous permettra de configurer notre provider avec un token donné pour faire des calls à notre API. Ça, on le verra dans la dernière étape. Une fois que ce provider est prêt, parce que là, notre provider est prêt, il n'y a rien dedans, c'est vrai, mais il est prêt, on peut lancer un make install. Donc le make install, c'est une commande qui est dans le GNU Makefile, qui ne fait rien plus qu'un go build et une installation, une copie locale du fichier binaire compilé dans un répertoire donné. Et je vais vous expliquer tout de suite quel est ce répertoire. Donc on a un go build qui est exécuté, donc on n'a pas d'erreur. Donc ça veut dire que nos fichiers sont bien écrits. Et on a ensuite un move qui en fait me permet de déplacer mon provider dans un répertoire bien spécifique pour Terraform. Et ça va me permettre de pouvoir utiliser ce provider ensuite en local, sans avoir besoin d'aller télécharger le binaire sur la registry, puisqu'il sera déjà présent en local. Donc voilà, là on a notre provider, on est capable de le compiler, de l'installer en local, et on pourrait l'utiliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait rien, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Étape suivante, la création d'une data source. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui ont déjà créé des movies. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir aller lire ces movies qui ont déjà été créés et de les voir à travers un fichier de configuration Terraform. Pour ça, on va créer un fichier, datasourcemovie.go. Donc ici, il y a une nomenclature à respecter, data underscore source underscore le nom de la data source, .go. Cette data source, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire des appels à l'API REST TheFlix pour récupérer un film via son identifiant. Une fois que notre data source, notre fichier .go est bien écrit, on va pouvoir déclarer notre data source dans notre provider et on pourra ensuite utiliser ce provider avec un fichier de configuration Terraform. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, je vais passer sur la step numéro 1.
Il y a une chose qui a changé dans mon répertoire sur la gauche, c'est l'apparition du datasource movie.go. Ce fichier, comme je le disais tout à l'heure, permet d'aller lire sur l'API TheFlix. On a donc une méthode qui apparaît, qui est le read context, défini ici, datasource movie read, qui, si je vais dessus, ne fait rien de plus que de faire un simple get sur mon API pour aller lire un movie par son identifiant. Juste après, je vais démarrer un tout petit serveur qui va nous permettre de gérer des movies en direct et on fera des appels à cette API pour tester notre client Terraform. Donc, le data source ne fait que lire, je n'ai donc besoin que d'une méthode pour faire le read, mais j'ai besoin d'expliquer à Terraform cette data source, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut. Eh bien, un movie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est rien de plus qu'un identifiant et un name. Je définis donc un schéma qui me permet de décrire ma ressource. Tout à l'heure, dans les best practices, on disait qu'il était important que la ressource Terraform soit mappée au plus près de l'objet de l'API. Je vais démarrer mon serveur et on va regarder tout de suite quel est le format de mes objets sur l'API. Donc là, ça me démarre un serveur en local sur le port 8080. Je peux donc utiliser Insomnia. Là, je fais un get pour récupérer l'ensemble de mes movies. Bon, il n'y en a aucun, j'en ai créé aucun. On va passer par le post et on va créer un premier film qu'on va appeler Terminator 2. Je crée ce film, voilà. J'ai donc un film qui est créé, qui s'appelle Terminator 2 et qui possède un identifiant généré automatiquement qui est un UUID. Si je reviens dans la liste complète, je fais le get all movie. J'ai bien ma liste qui a augmenté et je retrouve bien mon film que je viens de créer à l'instant. Un film est donc défini par son nom et son identifiant sur l'API. Du coup, côté Terraform, eh bien ma ressource, c'est pareil. J'y donne un ID, un name, et ensuite, on va être capable d'utiliser cette data source pour lire un movie sur l'API. Hop. On va regarder ça de manière concrète. Maintenant que ma data source est prête, elle est bien implémentée, dans mon fichier provider.go, j'ai défini cette data source. Puisque ma méthode est prête à faire des appels d'API, je définis une nouvelle data source que j'appelle TheFlixMovie et qui fera un appel à la fonction qui, elle, s'occupera d'aller faire un appel à l'API pour récupérer un film via son identifiant. Une fois que mon provider est bien implémenté, je peux à nouveau l'installer en local, le builder, le réinstaller en local pour l'utiliser sur un fichier de configuration Terraform, ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Le make install, donc le make install, il va surcharger et écraser mon ancien fichier, très bien. Et à présent, on va pouvoir passer à une partie intéressante. Regardez les fichiers de configuration tels que nos clients les utiliseraient pour aller chercher de l'information sur notre API. J'ai un fichier, un premier, provider.tf. Pour les personnes qui connaissent un petit peu Terraform, ça doit déjà un petit peu vous parler. Dans ce fichier, je définis les providers dont j'ai besoin pour interagir avec les différentes API. Aujourd'hui, j'ai besoin que d'un seul provider, c'est le provider TheFlix. Très bien. Je définis le provider dont j'ai besoin. Et à présent, dans mon fichier main.tf, je peux déclarer une data source de type TheFlixMovie. Et cette data source va me permettre d'aller récupérer un film par son identifiant. Je vais donc récupérer l'identifiant ici sur Insomnia, le mettre ici. Une fois que j'ai récupéré ce film via son identifiant, moi ce que je voudrais, c'est aussi voir les différentes informations qui sont contenues dans ce film, et notamment son nom. Je fais donc un output avec Terraform. Hop. Je supprime juste quelques fichiers qui ne sont pas intéressants, qui proviennent de run précédents de Terraform. Hop. Voilà. Une fois que mon fichier de configuration est prêt, je peux faire un Terraform init. Le Terraform init va me permettre de charger mon provider. Voilà. Je vais l'ouvrir un petit peu plus grand. Et à présent, je peux faire un Terraform apply. Là déjà, on voit que Terraform a fait quelques actions. Il a été appelé notre plugin, qui a été appelé notre API, et on voit déjà qu'à partir de notre identifiant, on a réussi à récupérer de l'information. Donc là, Terraform me demande s'il souhaite valider ces actions, je dis oui. Et en fait, tout ce que Terraform va faire à présent, c'est mettre dans le fichier state l'output mymovie. Donc si on ouvre le fichier terraform.state,
à présent, je suis capable de voir que Terraform a pu, à partir de l'identifiant, récupérer mon movie et notamment son nom. Si on avait eu beaucoup plus d'attributs, il nous aurait récupéré l'intégralité des attributs et nous aurait permis de récupérer l'intégralité de l'information sur notre film. Donc voilà, là on a fait quelque chose de très simple, on a créé un provider, on a créé une data source, cette data source elle peut aller lire sur notre API et récupérer des objets. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. La prochaine étape, c'est de pouvoir créer des ressources. Et avant de passer à la prochaine étape, je vais juste vérifier s'il n'y a pas de questions dans le chat. Un peu perdu, c'est quoi le fonctionnel et le technique? Terraform, c'est bien pour l'infra, j'ai du mal à le situer dans les appels d'API et la data source. Alors, le fonctionnel. L'objectif, en fait, de créer un plugin Terraform, c'est de pouvoir manager de l'infrastructure. C'est de l'infrastructure as code. On peut visualiser comme étant une infrastructure n'importe quelle API ou n'importe quel objet d'API. Là, l'objectif, c'est de se dire, j'ai des clients qui peuvent créer des objets au travers d'une web UI, potentiellement, au travers d'une API. L'objectif, c'est de dire, moi, je veux que mes clients puissent gérer mes ressources au travers de fichiers de configuration. Ça a des avantages de gérer au travers des fichiers de configuration, notamment on peut versionner, mettre de la CI/CD par-dessus, des tests. Et donc, en fournissant un plugin Terraform, on offre la capacité à nos clients, là c'est la partie fonctionnelle, on offre la capacité à nos clients de créer des ressources au travers de fichiers de configuration. Ce qui peut être très intéressant, c'est que si vous êtes fournisseur d'infrastructures, je ne sais pas, typiquement OVH, si vous avez des clients qui utilisent déjà AWS pour gérer de l'infrastructure sur AWS, leur fournir un provider Terraform leur permettra d'intégrer, en fait, dans des fichiers de configuration Terraform, l'intégralité de toute leur infrastructure. Ils pourront gérer 100% de leur infrastructure au travers d'un même outil. C'est ça l'intérêt. Il y a la partie reproductibilité et la partie gestion sous forme de fichiers qui apporte tous les avantages du versionning, de la CI/CD, des tests, et notamment aussi pour traquer les différentes modifications faites dans le temps, puisque si on versionne sur Git, potentiellement, on peut aussi voir ce qui s'est passé dans le temps et les modifications d'infrastructure qui ont été jouées et par qui. J'espère avoir été assez clair sur la réponse. Si ce n'est pas le cas, on pourra y revenir après et on pourra en rediscuter. Donc là, après avoir fait une lecture de ressources, on va créer une ressource de type movie et la lire. Donc, offrir à nos clients la capacité de lire une ressource et de la créer. On va créer un nouveau fichier qui s'appellera ressourcemovie.go, qui fera également des appels d'API REST pour créer la ressource et la lire. Une fois que cette ressource elle sera bien déclarée, on pourra la déclarer dans notre provider et donc l'utiliser dans un fichier de configuration, comme on vient de le faire pour la data source. Hop. Passons donc à l'étape suivante. Numéro 2. Là, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Le nouveau fichier ressourcemovie.go qu'on va pouvoir parcourir ensemble. Dans ce fichier, on définit plusieurs méthodes. Tout à l'heure, on définissait uniquement la lecture puisqu'on était dans le cas d'une data source. Là, aujourd'hui, on est dans le cas d'une ressource. On va donc définir des méthodes qui permettent de créer, lire, updater, supprimer une ressource. De manière similaire à la data source, notre ressource de type movie possède un ID et un name, ce que l'on redéfinit ici pour pouvoir mapper au plus près du modèle de l'API. Donc les méthodes qui sont créées là, si je descends dessus, en fait, ça va être assez simple. Il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas forcément très très propre ce que j'ai écrit, mais l'objectif c'est de montrer les choses assez simplement. Quand on va créer une ressource, on va récupérer son nom dans le fichier de configuration Terraform et on va faire un post, un appel à l'API en forme de post, tout comme je l'ai fait sur Insomnia tout à l'heure, pour aller créer cette ressource. Si je parcours les autres méthodes, quand on fait le read, on va faire le get. Si on fait le patch ou le delete, on appellera la méthode d'update ou de delete, qui aujourd'hui ne sont pas implémentées, qu'on verra dans la step juste après. Donc là, l'objectif, c'est juste d'avoir la capacité de créer une ressource et de la lire. Ma ressource est bien écrite, prête à être utilisée. Je peux aller dans mon provider.go. Tout à l'heure, j'avais défini une data source. Je peux à présent définir une ressource qui s'appelle également TheFlixMovie et qui fera appel à la méthode ressourceMovie pour l'intégralité de la gestion de la ressource. Et donc ici, uniquement sa création et sa lecture. Hop, une fois que ça c'est fait,
je rejoue le make install, qui va me permettre de réinstaller mon provider localement dans sa nouvelle version avec le nouveau code source. Et on va pouvoir regarder ensemble le fichier main.tf. Le fichier main.tf, qu'est-ce qu'on trouve à présent? Tout à l'heure, on avait une data source. À présent, on a une ressource. La ressource, un film, est forcément défini, ou en tout cas possède à minima un nom qui est obligatoire. Et donc ici, je vais créer un film qui s'appellera Terminator 3, le soulèvement. Et une fois que ce film aura été créé, moi, je voudrais bien récupérer son identifiant et le voir. Donc, j'outputerai le retour pour voir le nom et l'identifiant de mon film. J'init, ça me permet de récupérer la dernière version. Et à présent, je joue un apply. Le apply, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bien écoute, moi je vois qu'il y a une nouvelle ressource, Terminator 3. On peut la créer, one to add. Est-ce que tu es d'accord? Et son identifiant, l'identifiant de cette ressource, sera connu après l'appel à l'API. Moi je dis oui. Voilà. On a eu un appel d'API qui a été fait. Terraform a appelé le provider, qui lui-même a appelé l'API, et on vient de créer une nouvelle ressource qui s'appelle Terminator 3, le soulèvement, dont l'identifiant est le suivant. On peut vérifier sur Insomnia qu'on a bien un nouveau film qui s'appelle Terminator 3, le soulèvement. Super. Bah là, du coup, on commence à être bien, puisqu'on est capable de donner la capacité à nos clients de créer des ressources au travers de Terraform. L'idée, ce serait peut-être de pouvoir aussi les mettre à jour. Bah oui, parce que typiquement, peut-être que j'ai fait une faute ici et que en fait, je voulais mettre le titre anglais qui était The Rising, je crois. Là, quand je vais jouer le apply, Terraform voit que j'ai modifié le nom de ma ressource. Et il me dit, bah, dans ce cas-là, on va devoir appeler la méthode update de ton provider. Et je lui dis, mais moi, pas de problème, cela me convient. On appelle la méthode update. Lui, Terraform croit que la modification a été faite, parce que l'update n'est pas implémenté. Donc, il a un petit peu perdu, ce qui est normal. Sauf que, si je vais sur Insomnia, bah, le nom n'a pas changé. Et ça, c'est normal, puisque on n'a pas défini la méthode update. On arrive donc à cette étape où on est capable de créer et de lire une ressource. L'étape suivante serait d'arriver à mettre à jour des ressources et les supprimer. Je vais passer rapidement sur les questions, j'entends que ça pop. Ah non, c'est dans le chat, très bien, on verra ça après. N'hésitez pas pour les questions à vous mettre dans la partie questions s'il y a besoin. Et donc, nouvelle étape, on va repasser sur notre fichier ressources-movie.go qu'on a déjà créé. On va implémenter les méthodes update et delete qui font des appels, eux aussi, à l'API de TheFlix. Et on pourra jouer de nouveau un Terraform apply. Donc, revenons ici. Passons sur la step numéro 3. La step numéro 3, la seule chose qui a changé, c'est dans notre fichier ressources-movie.go. On avait tout à l'heure le create et le read d'implémenter. À présent, on a le update et le delete. Donc le delete, très simple, un simple appel avec la méthode delete sur le movie avec son identifiant et il est supprimé. Le update, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que Terraform, dans son SDK, propose énormément d'outils, et notamment ici un outil qui permet de savoir si une propriété a changé. Donc typiquement ici le name. Si dans mon fichier de configuration Terraform, je ne modifie pas l'attribut name, il n'y a aucune raison d'appeler la méthode update, le patch, pour simplement faire un update et remettre le même nom. Donc, on est capable de faire attention à dire la méthode patch de l'API ne sera appelée que si le name a été modifié dans le fichier de configuration Terraform. Très bien. On a implémenté le update, on a implémenté le delete. Maintenant, on recompile et on réinstalle notre provider. Super. Et on peut repasser dans la partie exemple. Donc là, à chaque fois, je supprime des petits fichiers, c'est parce qu'en fait, le state d'avant, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et je le supprime juste aussi pour m'assurer que les modules qui sont téléchargés, quand je fais ici le Terraform init upgrade, être sûr que j'ai bien la dernière version du binaire que je viens d'installer qui est récupérée. Voilà. Et notre fichier main, qu'est-ce qu'on a à présent? Donc, on a toujours notre ressource TheFlixMovie. Ici, je vais créer un nouveau film, Back to the Future, et je vais l'outputer comme Terminator 3 tout à l'heure.
Terraform. Donc, hop, nouvelle création de ressources. Très bien. On vient sur Insomnia, dans la liste. OK, on retrouve bien notre nouvelle ressource avec un identifiant autogénéré. Peut-être que je me suis trompé et que finalement, en fait, ici, c'était ça que je voulais mettre. Super. Donc là, on rejoint Apply. Terraform se rend compte que quelque chose a changé dans la configuration et propose de faire un changement et donc d'appeler la méthode update qui, elle, s'occupera de vérifier que le name a bien été modifié, ce qui est le cas, et donc de faire un appel à la méthode patch de l'API. Je dis yes. OK. Lui, il me dit que ça a été changé. Tout à l'heure, il m'a dit que ça avait été changé, mais ça n'avait pas marché puisque l'update n'était pas implémenté. Si je retourne sur Insomnia, super. J'ai bien le nom de mon movie, de mon film, qui a été mis à jour. Super. Une fois que ça s'est fait, peut-être que finalement, en fait, toute cette infrastructure créée, j'en ai plus besoin. Peut-être que TheFlix, je ne veux plus l'utiliser et que tout ça, je veux le supprimer. De manière assez facile, je vide mon fichier de configuration Terraform, comme je le ferai pour n'importe quelle infrastructure de type AWS ou autre, et je rejoue mon apply. Là, Terraform, il me dit, OK, je vois que les ressources ont disparu, il va être temps de les détruire, et notamment une. Très bien. Détruisons-les. Là, Terraform fait appel au plugin et lui lègue la main pour supprimer les ressources. Du coup, la méthode delete va être appelée sur l'API TheFlix. Et si on va sur Insomnia, effectivement, on a bien notre film qui a disparu. Donc, on se retrouve à présent capable de lire des ressources qui ont été créées à l'extérieur de TheFlix, à l'extérieur de Terraform, pardon, directement sur l'API TheFlix. On est capable de créer de nouvelles ressources et de les manager entièrement dans notre fichier de configuration. Ça, c'est plutôt chouette. Mais on a continué de bosser chez TheFlix et puis on s'est dit, ce serait bien peut-être de sécuriser quand même un petit peu l'API et aussi, pourquoi pas, de proposer aux clients de pouvoir taper sur l'environnement de staging ou de production. Ça permet aussi de faire des tests sans tout casser en production. Alors pour ça, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais dans mon provider, dans les fichiers Go, était codé en dur le endpoint localhost 2.8080. Donc il serait bien de pouvoir fournir aux clients la possibilité de changer ce endpoint et aussi de spécifier un token d'API pour qu'on puisse authentifier l'utilisateur qui fait les appels d'API. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre fichier provider.go, on va donner la capacité à notre provider d'être configuré, on va donc définir des attributs configurables dans notre provider, et on va modifier le fichier ressourcemovie.go pour que les options de configuration qu'on va passer au provider, on puisse les utiliser avant de faire des appels d'API REST. Et on pourra faire un apply. Alors, revenons ici. Je vais revenir sur mon serveur, puisque sur mon serveur actuellement, je n'ai aucune authentification de mise en place. Et je vais démarrer une nouvelle version de mon serveur avec une authentification en place. Hop, voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'authentification assez sécure qui a été faite sur ce serveur. On fait des handles de fonctions depuis tout à l'heure. On est capable de définir, sur la méthode post, on crée un film en mémoire, sur la méthode get, on retourne, etc. Et là, en fait, j'ai simplement ajouté un middleware qui me dit la chose suivante. Le middleware, il va aller chercher le header xSessionToken. Et si jamais le token n'est pas égal à mySecureToken, c'est là où toute la sécurité est faite. Alors, je sais que ce n'est pas le top, mais c'est juste pour la démonstration. Eh bien, si ce token n'est pas présent avec cette valeur, on aura une 403. On peut faire la démonstration tout de suite sur Insomnia. J'essaye de récupérer la liste de mes movies. Je n'ai pas passé le token 403 forbidden. Si maintenant j'ajoute mon header, xSessionToken, mySecureToken, super, j'ai ma liste de films, qui est vide puisque j'ai redémarré mon serveur et que tout est en mémoire. Donc, on a à présent un serveur qui tourne, on a de l'authentification qui tourne. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on soit capable de configurer tout ça dans notre provider Terraform. On va donc pouvoir passer à la step numéro 4 du côté du provider.
Alors, qu'est-ce qui a changé entre la step 3 et la step 4? On va voir ça ensemble. Dans notre provider.go, tout à l'heure, on avait défini une ressource, TheFlixMovie, une data source, TheFlixMovie, mais on n'avait pas de schéma de configuration. Le schéma de configuration, c'est en gros les attributs qu'on va rendre disponibles pour configurer notre provider au moment de son utilisation dans le fichier de configuration. Donc à présent, je vais dire que mon provider peut être configuré avec un API endpoint qui par défaut vaudra localhost 2.80 et qui est optionnel. Ça permettra potentiellement de pouvoir taper sur staging ou sur la prod. Quand nos clients souhaiteront taper sur staging ou sur la prod, ils auront la main. Et un token d'API qui, lui, par contre, est required, puisqu'à présent, tous les endpoints sont protégés et qu'il n'y a plus de raison de faire des appels sur les endpoints sans token d'API. Une fois que ça c'est mis en place, ces informations, elles seront transmises à Terraform. C'est-à-dire que quand il lira le fichier de configuration, il sera capable de récupérer et le token et le endpoint. Moi, l'idée, c'est que ces informations, je les utilise, parce qu'au moment de faire l'appel d'API REST, il va bien falloir que je passe le token à mon API, et il va bien falloir que j'utilise le bon endpoint. Donc, ce que je fais, c'est que Terraform fournit une fonction, configure context func. Bon, ça ne parle pas forcément, mais c'est quelque chose de très très simple. En gros, dans cette fonction qui est juste là, je vais récupérer ces différentes informations qui sont dans le fichier de configuration Terraform, et je vais les injecter dans une map, qui est retournée ici sous forme d'une interface. Bon, ça paraît compliqué, une interface, des maps, je suis un peu perdu, mais pas de problème, c'est très simple. Ça retourne une interface avec l'API endpoint et l'API token dedans. Du coup, il y a quelque chose qui est assez bien, c'est que quand on crée un read ou un update ou un create, en tout cas des fonctions que Terraform utilisera derrière, il nous passe toujours une petite interface en variable d'entrée. Et cette interface, magie, c'est l'interface que j'ai créée juste là. Du coup, ça me permet, au moment de faire un read, au moment de faire un update, au moment de faire un delete, de récupérer ces données dans une map. Je peux donc récupérer l'API endpoint, ici, et l'appeler au moment de faire le get. C'est-à-dire appeler le bon endpoint au moment de faire le get. Mais je peux également récupérer mon token et l'injecter dans le header xSessionToken au moment de faire le get. Et donc là, c'est plutôt intéressant, c'est qu'on est capable de configurer notre provider pour appeler le bon endpoint avec le bon token. Très bien. À présent, compilons ce provider. On le copie, on l'installe en local. Et on se retrouve avec un autre fichier. Alors, le main.tf ne change pas, puisqu'en fait, on continue de définir nos ressources de la même façon. Par contre, ce qui change, c'est le provider.tf. Tout à l'heure, notre provider, il n'avait aucun attribut configurable. À présent, on peut définir un API endpoint. Donc, moi, je l'ai remis sur la même valeur pour le montrer, mais je pourrais très bien l'enlever et du coup, il utiliserait la valeur par défaut que j'ai définie tout à l'heure dans le code. Et j'ai mon API token qui est défini en étant MySecureToken. Très bien. Je resupprime ça et on va pouvoir essayer de faire un apply. Donc, on va déjà faire le init pour récupérer la dernière version de notre plugin et ensuite le Terraform apply. On va faire une petite démonstration. Mon token ici, je vais mettre un token qui n'est pas valide. Je vais faire mon apply et Terraform me propose de créer la ressource. Je dis oui, pas de problème. Sauf que là, paf, erreur. Alors l'erreur, elle n'est pas belle, parce que je n'ai pas bien implémenté les logs ni le debug. Je ne fais pas de vrai retour utilisateur, mais on a une erreur. Et typiquement, en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris une 403. Bon, OK. Dans ce cas-là, je vais mettre le bon token, et on va rejouer. Yes. Et là, super. On me dit que ça a créé le movie, et ça a généré l'ID. Je peux donc retourner sur Insomnia et vérifier que ça a bien fonctionné. Super. Donc là, à présent, j'ai la capacité de manager des ressources. Je peux même montrer le delete. De manager des ressources sur une API avec authentification. On la supprime. Terraform apply. Yes. Là. Plus de ressources. Super. Alors, je vais rapidement passer sur les questions avant d'enchaîner plus loin. Alors, question, comment définit-on les dépendances entre les ressources que le corps puisse construire le graphe?
Alors, en fait, c'est ça l'avantage de Terraform, c'est que nous, dans le plugin, on ne va rien gérer au niveau des dépendances. Tout va se faire au niveau du Terraform Core. Donc, quand dans le fichier de Terraform.tf, on va définir une ressource de type movie, potentiellement, on peut injecter dedans des identifiants. On peut imaginer en fait une deuxième ressource qui s'appellerait acteurs. On définit une liste de 4 acteurs qui ont participé au film Back to the Future, et dans notre ressource de type movie, on injecte ces 4 acteurs, c'est-à-dire qu'on fait une référence via leur identifiant dans le fichier main.tf. Et bien à ce moment-là, c'est là que Terraform Core va être capable de dire, eh bien les 4 ressources acteurs ont besoin d'être créées avant que la ressource movie ne soit créée. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est le core qui va gérer les dépendances et le graphe d'objets pour pouvoir séquencer la création des objets en parallèle si c'est possible pour lui, sinon en séquence, typiquement si les acteurs doivent être créés d'abord pour que leur ID soit autogénéré et ensuite être injectés dans le film, dans les références acteurs. Pourquoi la suppression des films Terminator n'a pas été proposée lorsque tu as défini seulement Back to the Future? Exactement, oui. En fait, entre chaque session, j'ai supprimé le state. Donc lui, Terraform n'était pas du tout au courant de ce qu'il y avait de déployé. Je l'ai fait pour une simplicité, en fait, c'est-à-dire pour vraiment se focaliser sur la fonctionnalité que je voulais montrer, mais c'est le fait d'avoir supprimé le state qui fait que Terraform n'était pas au courant de ce qui existait déjà sur l'API TheFlix. Alors, comment faire pour resynchroniser le state avec la réalité dans le cas où tu n'avais pas implémenté le patch? Alors, resynchroniser le state avec la réalité, si je n'avais pas implémenté le patch, c'est pas possible, parce qu'en fait, si le state est dans un certain état, typiquement, je crée un film, je récupère son identifiant. Si sur l'API, il est avec une... admettons, tout à l'heure, on avait Back to the Future. Si je l'ai en format romain et en format numérique, si dans le state, c'est le format romain, il sera incapable d'aller mettre à jour sur l'API si le patch n'est pas implémenté. Parce que lui, oui, il va être capable de comparer le state et il va dire effectivement, à chaque fois que je vais hériter cette ressource, elle est différente de ce que j'ai dans mon state. Donc, il va essayer d'appeler l'update, mais l'update, s'il n'est pas implémenté, il ne pourra pas synchroniser, il ne sera pas capable de mettre à jour cette ressource d'API. Donc, de toute façon, il est important de développer l'ensemble des mécaniques, lecture, mise à jour, update, lecture, mise à jour, suppression et création. Comment se fait le mapping entre les fonctions Go et les fonctionnalités crues de la ressource Terraform par convention de nommage des fonctions? Alors, le mapping entre... Non, c'est... je vais le remontrer juste ici. Désolé, j'ai dû passer un petit peu vite. En fait, quand on définit une ressource, Terraform nous impose, parce que c'est un SDK et en fait, il y a plein de choses à respecter, d'implémenter ce qu'on appelle une ressource. Et en fait, cette ressource, c'est ici. Cette ressource, elle possède plusieurs attributs, c'est une struct, notamment le create context, read context, update context et delete context. Et la méthode, si je me focalise sur le delete, quand Terraform va devoir supprimer une ressource de type movie, il fera appel à la méthode qui est en face du delete context, qui est le resource movie delete. Et cette méthode, c'est elle qui fait l'appel à mon API pour faire le delete. Une fois que cette ressource movie est définie, c'est-à-dire que c'est une ressource avec son schéma complet, elle est dans un coin, mais nous, ce qu'on veut, c'est la lier, et c'est dans le provider.go qu'on la lie, puisque quand je crée une ressource de type TheFlixMovie, que je la définis, eh bien, ça invoque la ressource que je viens de définir avec l'ensemble des mécaniques d'update, de delete, de création. Voilà. OK. Eh bien, je vais continuer. Donc là, c'est super. En fait, on a un provider qui est quasiment complet. On est très content chez TheFlix. On souhaiterait le mettre à disposition de nos clients. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de donner des binaires comme ça à nos clients, les distribuer via des mails ou quoi que ce soit. Et puis bon, l'objectif, c'est d'avoir un truc quand même assez propre et assez pro. Et pour ça, Terraform propose, ce que je disais tout à l'heure, une registry dans laquelle on peut publier nos providers. Et on va voir ensemble comment on peut publier un provider. Typiquement, pour commencer, il faut mettre en public son repository. Donc moi, là, je suis parti sur l'exemple de GitHub. Mon repository, il se trouve ici. Donc, il est important de respecter la nomenclature Terraform-provider, le nom de mon provider. Donc ici, TheFlix. La première étape, c'est donc la mise en public de ce repository. Une fois que ce repository est en public, il faut générer la documentation du provider. Sur la registry de Terraform, on peut aller voir ensemble tout de suite. Si je vais sur AWS, le provider AWS, j'ai ici de la documentation à disposition. Eh bien, cette documentation,
il faut la générer pour qu'elle puisse apparaître correctement sur le site une fois que notre provider sera publié. Donc ce sont des fichiers Markdown, et on va voir ensemble tout à l'heure comment on peut générer cette documentation. Une fois que la documentation est générée, il faut signer. Donc il faut qu'on crée une release sur GitHub, et il faut signer cette release avec une clé GPG. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de valider les releases qui sont mises à disposition sur la registry. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer une clé GPG. Au moment de faire la release, il faut signer la release avec la clé GPG. Une fois que ça c'est fait, que sur GitHub, on a une release qui est prête et qui est signée, on peut aller sur la registry Terraform, on s'authentifie avec son compte GitHub, on importe la clé publique GPG et on est capable de dire « Je veux que ce repository GitHub soit source pour mon provider ». C'est-à-dire utiliser terraform-provider-theflix sur github.com pour fournir un provider qui s'appellerait TheFlix. Et du coup, en étant sur la registrie ici, en tapant TheFlix, je pourrais avoir mon provider qui apparaît, tout comme le provider Intercloud lorsque je tape Intercloud ici. Voilà. Donc, on ne va pas le faire. Là, je montre juste les grandes étapes parce qu'en fait, publier un provider publié ne peut pas être dépublié. Donc, c'est important de ne pas publier de simples providers de démo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je vais juste regarder l'heure qu'il est. Oui, du coup, je ne vais pas vous faire la démonstration de la génération de la documentation, mais en gros, c'est un simple... Bon, allez, je vais vous le faire, c'est rapide. C'est la dernière étape. En gros, ici, dans mon Makefile, j'ai ajouté une nouvelle target. Et je ne suis pas dans la bonne step numéro 5. Provider, oui, c'est moi, désolé. Step numéro 5. Voilà. Dans mon Makefile, j'ai ajouté une nouvelle target qui s'appelle doc, et en fait, qui va run ce binaire que nous fournit Terraform pour générer de la doc. Donc, si je fais make doc, on va voir apparaître un nouveau répertoire ici sur le côté, qui s'appelle doc. Et en fait, l'outil de Terraform va aller crawler le code source pour récupérer les infos sur les data sources, les ressources, leurs paramètres, etc. Et donc là, si j'ouvre le doc, j'ai deux data sources, enfin j'ai deux répertoires, un data source pour ma movie et une ressource pour mon movie. Et donc du coup, si je fais un petit preview, et bien voilà, il a été capable de générer une doc minimale. Donc oui, il faudrait compléter cette doc, bien entendu, mais une doc minimale où j'ai ma ressource de type TheFlix qui possède un nom qui est obligatoire et qui récupère un ID en retour après sa création. Donc, assez facile de générer la doc, et ensuite on peut publier sur la registry une fois qu'on a fait une release sur GitHub. Je termine sur 2 points. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu de manière assez simple comment modéliser un plugin Terraform, comment faire un mapping sur une API REST, très basique, comment implémenter un CRUD. On a vu notre ressource movie, comment proposer de la configuration sur notre provider pour être capable de s'authentifier sur notre API ou de configurer le endpoint sur lequel on va taper. Et de manière descriptive, à l'oral, on a vu comment publier sur la registry, ce qui était quelque chose d'assez simple et même de très facile à faire. Ce que l'on n'a pas vu, par contre, c'est un CRUD assez complexe. Là, aujourd'hui, on a vu un movie avec un simple attribut dedans, 2 attributs. On peut imaginer des objets beaucoup plus complexes avec notamment des objets de type nested, on va dire, imbriqués. Donc là, c'est un petit peu plus complexe de mettre en place le mapping, mais ça se fait assez bien. On n'a pas vu l'import de ressources. On a vu une data source et une lecture de ressources. L'import de ressources, c'est vraiment la récupération via un ID pour insérer dans le state une ressource. C'est très très proche de ce qu'on a fait dans le read et dans le data source. Donc là, l'import de ressources, on y était quasiment. Il ne manquait pas grand-chose, une fonction à déclarer pour pouvoir faire l'import de ressources. Je n'ai pas montré comment faire du debug et du log propre sur le Terraform. Terraform, par défaut, propose de pouvoir faire du debug lorsqu'on exécute un provider qui bug. Il suffit d'exporter une variable qui s'appelle tflog et de la mettre à la valeur debug. Et on a beaucoup plus d'informations lorsqu'on exécute. Et ça nous aide à débugger notamment notre provider si jamais il y a des erreurs à l'intérieur. Et on n'a pas vu le Terraform Plugin Framework. On s'est essentiellement focalisé sur le SDK V2 qui, pour moi, aujourd'hui, est encore le SDK utilisé pour développer un provider. Donc voilà, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de participer, d'assister à ce live.
Tout ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est déjà publié sur mon GitHub. Faut pas hésiter à aller jeter un œil, à poser des questions. Si vous avez des questions maintenant, de toute façon, je vais regarder les questions, on va essayer d'y répondre. Si plus tard, vous avez d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à la présentation, mais même de manière globale, si vous voulez bosser sur un provider, moi, je serais ravi de vous aider et de vous aiguiller là-dessus. Donc, n'hésitez pas, il y a mon Twitter ou mon adresse mail. En tout cas, merci à vous et merci à France DevOps de m'avoir laissé le temps de présenter ce talk. Kevin, merci beaucoup. Je refaisais une passe sur les questions pour m'assurer qu'on n'avait rien oublié. Alors, quelle différence entre les SDK V2 et le plus... Alors, je ne serais pas capable de dire quelle est la vraie différence. N'ayant jamais travaillé avec le Terraform Plugin Framework, je ne serais pas capable de dire quelle est la différence avec le SDK V2. Mais dans la documentation de Terraform, il y a des pages qui donnent l'explication et la différence entre les deux en fonction de vos besoins. Mais généralement, le SDK V2 remplit l'ensemble des fonctionnalités et correspond à la majorité des besoins. Très bien. Si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir en rester là. Si on trouve un squelette de la Codebase Go, ou bien c'est tout à la main. Ah non, alors oui, ça c'est effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est intéressant. Il y a alors Terraform propose un scaffolding, en tout cas un squelette, oui, qui peut être utilisé pour démarrer un petit peu plus vite, où on a déjà le Makefile. Là, le Makefile, typiquement, il venait de ce projet-là. On a déjà le Makefile et un petit peu l'arborescence. On peut démarrer à la main comme je viens de le faire, mais il y a un projet sinon qui permet d'avoir déjà beaucoup plus de choses pour la documentation, tout ça de près. Donc oui, il y a quelque chose proposé par Terraform. Impeccable, merci beaucoup. Bon appétit à tous pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de manger. Et puis n'oubliez pas que le replay sera disponible sur francedevops.fr d'ici quelques heures ou quelques jours plus tard. Super, merci à tout le monde et bon appétit. Merci, salut. Au revoir.